Au XIXe siècle, les empires européens ont complètement redessiné la carte du monde. Ils se sont emparés de territoires immenses et ont changé le destin de millions de personnes. Mais la vraie question, c'est comment ont-ils fait? Comment ont-ils réussi à projeter leur puissance sur des continents entiers à des milliers de kilomètres de chez eux? C'est ce puzzle fascinant qu'on va assembler aujourd'hui. Alors replongeons-nous à la fin du XIXe siècle. Pour les grandes puissances européennes, la planète ressemblait à ça, un vaste territoire à s'approprier. Toutes les zones encore blanches sur les cartes n'étaient pas vues comme des vides, mais plutôt comme des invitations à l'expansion. Et ça a déclenché une compétition absolument féroce pour le contrôle des terres et des peuples. Mais voilà, pour gouverner un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, il y avait un problème de taille à résoudre, un problème fondamental, celui des distances. Comment on fait pour administrer, pour commercer, pour contrôler des territoires gigantesques, souvent séparés par des océans à des milliers de kilomètres de la capitale? Eh bien, la réponse, qu'elle est venue d'une formidable révolution technologique. C'est cette révolution qui a donné aux empires les outils nécessaires pour, en quelque sorte, rétrécir la planète et la rendre gérable. Regardez cette accélération. C'est vertigineux. Il faut s'imaginer, au XVIIIe siècle, un message aller-retour entre Londres et Bombay, ça prenait 2 ans et demi. Et puis dans les années 1870, grâce au câble sous-marin, ça passe à 5 heures. En 1910, quelques secondes. Le monde est devenu d'un coup beaucoup, beaucoup plus petit. Et cette citation, elle est géniale, parce qu'elle montre que la révolution ne concernait pas que l'information. Avec l'ouverture du canal de Suez et les navires à vapeur, c'est toute l'économie qui a été bouleversée. Les coûts de transport se sont littéralement effondrés, au point qu'il devenait plus rentable de faire du commerce à l'autre bout du monde que de faire du commerce localement. C'est fou quand on y pense. Donc, pour résumer, voici l'arsenal technologique qui a bâti les empires. On a les bateaux à vapeur et les chemins de fer pour déplacer les marchandises et les soldats. On a les câbles télégraphiques sous-marins pour transmettre les ordres quasi instantanément. Et enfin, les grands canaux comme celui de Suez pour raccourcir les routes maritimes. C'était en fait le système nerveux et le système circulatoire de l'impérialisme. Bon, maintenant qu'on a vu la technologie, voyons comment tout ce réseau mondial a été mis au service d'un système économique très particulier, un système entièrement pensé pour le profit des métropoles. Sans jeter un œil aux chiffres du commerce colonial français, on pourrait croire que c'est assez équilibré, non? La France importe des colonies, elle exporte vers les colonies, les montants sont assez proches. Mais la vraie clé, ce n'est pas la valeur, c'est la nature de ce qui est échangé. Et si on passe à l'Empire britannique, alors là, l'échelle est juste stupéfiante. C'est plus de 10 fois supérieur à la France. C'est une autre dimension. Mais le modèle derrière, le mécanisme, lui, il est exactement le même. Un flux massif de richesses qui circule entre le centre de l'Empire et sa périphérie. Et voilà le cœur du système, ce déséquilibre fondamental. Les colonies étaient exploitées comme des fournisseurs de matières premières à bas coût, le coton, le caoutchouc, les minerais, tout ce qui alimentait les usines en Europe. Et en retour, ces colonies devenaient des marchés forcés, obligés d'acheter les produits manufacturés, bien plus chers, de la métropole. C'est un modèle qui a évidemment enrichi les puissances coloniales, tout en empêchant le développement industriel des colonies elles-mêmes. Bien sûr, un tel système économique ne reposait pas uniquement sur la technologie et le commerce. Pour l'imposer et le maintenir, il fallait une force militaire. Cette carte, c'est une excellente image de ce qu'on pourrait appeler le hardware de la domination impériale. Le matériel, si on veut. C'est le réseau planétaire de bases navales et de points d'appui de l'Empire britannique. De Gibraltar à Hong Kong en passant par Singapour, ce maillage permettait à la Royal Navy de projeter sa puissance sur absolument toutes les mers du globe. Et en plus de ce hardware militaire, il fallait un software administratif, c'est-à-dire différentes méthodes de gouvernance pour s'adapter à chaque territoire. Ça pouvait aller de l'administration directe très stricte dans les colonies, à une tutelle un peu plus souple dans les protectorats, ou même à une large autonomie pour les colons européens dans les dominions. Et ça, c'est un point absolument essentiel qu'on oublie souvent. Cette domination n'aurait jamais été possible sans le recrutement massif de soldats locaux. Des millions de cipayes en Inde, de tirailleurs en Afrique, ils étaient les auxiliaires indispensables qui permettaient de contrôler de vastes populations avec finalement assez peu de troupes venues de la métropole. Alors, quand on a cette nouvelle capacité à contrôler le monde entier, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, ça mène à une compétition acharnée pour se le partager. Un des exemples les plus connus de cette rivalité, c'est le fameux Grand Jeu en Asie centrale. C'était un conflit d'influence, d'espionnage, qui a duré des décennies entre les empires russes qui avançaient vers le sud et britanniques qui remontaient depuis l'Inde. Et au milieu, coincé, on trouve l'Afghanistan qui servait d'état tampon. Ces cartes illustrent parfaitement le processus.
À gauche, on voit le Siam, l'actuelle Thaïlande, qui a réussi à rester indépendant, mais a quand même dû céder des territoires à la France et à la Grande-Bretagne. Et à droite, c'est encore plus flagrant avec l'Afrique. On a littéralement tracé des frontières à la règle sur des cartes, à Berlin, en coupant à travers des peuples, des royaumes, sans aucune considération pour les réalités locales. La question se pose alors, avec toute cette puissance technologique, économique et militaire, comment est-ce que les empires ont procédé concrètement à ce partage? Eh bien, c'était souvent un mélange de traités, de conférences diplomatiques, mais toujours avec, en arrière-plan, la menace de la force. Toute cette compétition impériale a atteint son point culminant au début du XXe siècle. Et logiquement, les tensions accumulées ont fini par exploser en un conflit mondial. Il ne faut pas se tromper. La Première Guerre mondiale n'était pas un conflit purement européen. C'était une guerre des empires. Les troupes coloniales ont été mobilisées sur tous les fronts, de l'Europe à l'Afrique en passant par le Moyen-Orient. Tous se battaient pour défendre les intérêts de leurs métropoles respectives. Ce chiffre, il parle de lui-même, près de 700 000. C'est le nombre de soldats venus des colonies françaises qui ont été mobilisés. Et ça, c'est sans même compter l'Algérie. Ça montre bien l'énorme contribution humaine des empires dans cet effort de guerre. Cet effort de guerre a véritablement mondialisé le conflit. Des soldats venus d'Afrique, d'Asie, des Antilles se sont retrouvés à se battre et à mourir sur des champs de bataille à des milliers de kilomètres de chez eux pour des querelles qui, à l'origine, n'étaient pas vraiment les leurs. Ce conflit a profondément ébranlé les fondations de ces empires. Il a semé les graines des futurs mouvements nationalistes et d'indépendance. Alors, la question qui reste, et sur laquelle on peut réfléchir, c'est la suivante. La Grande Guerre a-t-elle vraiment marqué le début de la fin pour ces impérialismes triomphants, ou était-ce simplement le début de leur longue et complexe transformation ?